Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, les travailleurs du Mali, à l'instar du monde entier, célèbrent aujourd'hui la fête du travail. Cette année, au Mali, la fête est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. En direct avec deux de nos reporters qui étaient à la cérémonie de la fête du travail ici au Mali. Plus de 600 millions de francs CFA pour améliorer l'accès à la justice pour les enfants vulnérables du Mali. Ce nouveau projet va couvrir Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kati et Bamako. Tchemogo Konate nous en parlera. Le Mali va bientôt lancer la campagne de vaccination des enfants de moins de 5 ans contre le paludisme. Ce vaccin est le résultat des chercheurs maliens qui se battent nuit et jour pour l'amélioration de la santé. Serou Traoré nous fera le point. Le dossier de ce 13h est consacré au vestibule, un lieu de partage, d'union, de dialogue pour l'équilibre de nos sociétés. Sékou Konaté nous emmènera dans le vestibule de Traoré à Sikasso. Dans la chronique de l'environnement, Agibou Koulibaly nous dira les dangers de l'environnement sur la vision oculaire. Et en sport, Aridou Matina nous parlera du championnat de football féminin, de la montée en première division du district de Bamako, également des demi-finales de la Ligue des champions d'Europe et le Nigeria qui a désormais un nouveau sélectionneur. Voilà pour le sommaire dans un instant les détails. Mercredi 1er mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, bonne fête de travail à toutes et à tous. Je le disais dans les titres, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée du travail. La commémoration de cette journée dans notre pays a été placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes en direct avec Aridou Matina qui revient justement d'une commémoration. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Ousmane Dao. Vous étiez au défilé de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Alors, ce défilé a été riche en couleurs. Absolument, comme vous l'avez dit dans vos titres, c'est la journée internationale du travail à l'instar de la communauté internationale. Le Mali, à travers l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, la plus grande centrale syndicale du pays, a fêté en pompe le 1er mai. Cela faisait quelques années que l'UNTM n'avait plus fêté ce 1er mai pour raisons sociopolitiques et sanitaires. Et c'était la reprise de cette célébration devant la Bourse du Travail sur le boulevard de l'Indépendance. Une commémoration qui permet aux travailleurs de jeter un regard rétrospectif sur leurs conditions de travail et dégager des pistes de solutions pour l'amélioration des différentes conditions devant la Bourse du Travail sur le boulevard de l'Indépendance Ousmane Dao. La mobilisation a été totale avec le défilé de l'ensemble des travailleurs et travailleuses affiliés à l'UNTM et les 13 syndicats nationaux de l'UNTM. Ils étaient tous là avec leurs différents personnels. Il s'agit entre autres du SNEC, du SINAPRO, du SINIPIL, du SINTAD, ainsi de suite. La cérémonie a été grandiose sur le boulevard et le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, en a profité dans son discours pour saluer la résilience des travailleurs et travailleuses et les a féliciter également à rester derrière leur centrale qui est là pour la défense des intérêts matériels et moraux de l'ensemble des travailleurs. Et également, il a parlé de la signature du pacte de stabilité sociale, un pacte de stabilité sociale qui permet ainsi aux travailleurs de pouvoir laisser le temps au gouvernement de pouvoir travailler dans des conditions idoines. Et quant au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fatou Koulibaly, lui, dans son discours également, a salué la résilience de l'ensemble des travailleurs, surtout la signature du pacte de stabilité sociale. Il les a rassurés de l'engagement du gouvernement pour tout mettre en œuvre afin de résoudre les différents problèmes des travailleurs. En tout cas, Ousmane, sur le boulevard, la fête a été totale. On a assisté à la fin au défilé des personnels des différentes sections et également des engins des différentes structures aussi étaient de la fête. En tout cas, la fête a été totale ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. Je rappelle, même si vous n'avez pas défilé, le RTM a bien défilé sur le boulevard de l'Indépendance. Au même moment, au Centre international de conférence de Bamako, 3 autres centrales syndicales se sont donné la main pour célébrer à leur façon ce 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Vous étiez au CICB, Noum Sissoko, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Que peut-on retenir de cette célébration du côté du CICB? La CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali, la CMT, Confédération malienne du travail, et la CDTM, Confédération démocratique des travailleurs du Mali,
ont à l'unisson célébré le 1er mai, fête du travail, à travers une grande rencontre au CICB. L'événement a été marqué par la signature de conventions entre les 3 centrales syndicales, convention visant une synergie d'action syndicale pour le bonheur des travailleurs et des travailleuses du Mali. Au programme, il est aussi prévu une conférence débat sur plusieurs thèmes. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de 8 ministres du gouvernement et d'une très grande mobilisation des militants des 3 centrales syndicales. Noun Sissoko, en tout cas, merci pour ce premier compte rendu, ainsi qu'à vous, Arédou Matina. Nous allons vous retrouver dans nos futures éditions. Je rappelle que les travailleurs du Mali, à l'instar de ceux du monde, célèbrent aujourd'hui la journée du travail. La commémoration de cette journée dans notre pays a été placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Une occasion également pour les travailleurs de jeter un regard rétrospectif pour mieux améliorer leur rendement. Sur un tout autre plan, lancement hier à Bamako du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables du pays. Le projet en question crée les conditions susceptibles d'aider les enfants en contact avec la loi. Il est financé par l'Union européenne pour une période de 3 ans pour un coût estimé à plus de 655 millions de francs CFA et devra couvrir les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kati et le district de Bamako. Tchemoko Konate pour les détails. Interprétation d'un sketch par les enfants du centre d'accueil communautaire de Sikoro. Ainsi, ces tout petits attirent l'attention du public sur les raisons des comportements malsains qui caractérisent leur quotidien. Un message qui marque le lancement du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali. Ce projet est conjointement exécuté par le Bureau national catholique pour l'enfance et l'ONG Terre des Hommes. Émile Kodjovi, aidé, coordinateur en charge de protection de l'ONG Terre des Hommes. Nous sommes en partenariat avec les unités de police et de gendarmerie dans nos zones d'intervention. Et dès que l'enfant est interpellé, ils nous font signe parce qu'ils ont l'obligation, selon la loi, d'appeler les acteurs de la protection pour pouvoir accompagner ces enfants. Lorsque c'est des enfants victimes d'infractions, nous sommes interpellés et nos équipes avec tous les partenaires entrant en jeu pour pouvoir créer la relation d'aide et les accompagner en faisant le lien avec la justice pour que les mesures de protection judiciaire soient apportées conformément à ce qui est prévu par la loi. Ce projet, Amadan Amedeniato Koulibaly, directrice exécutive de l'ONG BNC, vise à renforcer la protection des droits des enfants vulnérables au Mali, en leur facilitant l'accès à la justice et dont la finalité demeure la réinsertion durable des enfants en contact avec la loi. Le projet en question intervient à un moment où le département de tutelle est engagé dans une réforme pour la cause des enfants en contact avec la loi dans le but d'accorder à la cible un traitement particulier. Traoré Djeneba Diakité, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à l'enfant qui entre en contact avec la loi de garder toute sa dignité, d'avoir une deuxième chance, d'avoir la chance de la réhabilitation et de continuer à évoluer dans une société. Ces cas sont traités généralement de façon synergique, la chaîne qui intervient en matière de justice. Mais la particularité en ce qui concerne les enfants, c'est que ça fait intervenir d'autres acteurs, tels que les travailleurs sociaux. Le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali s'étend sur 3 ans. Outre le district de Bamako et Kati, il touchera les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou et sera financé à hauteur de 655 millions de francs CFA par l'Union européenne. Après la justice, parlons santé pour nous parler de la journée scientifique sur le paludisme. Au cours d'une conférence de presse, les chercheurs maliens ont échangé sur les résultats obtenus après 1 an de recherche, notamment sur les anticorps monoclonaux. Et puis l'actualité de cette conférence de presse est le lancement de la campagne de vaccination en 2025 pour les enfants de 5 ans de moins de 5 ans contre le paludisme. C'est le Traoré. La journée scientifique édition 2024 regroupe pour les chercheurs maliens en parasitologie et en paludologie, ainsi que d'autres partenaires du secteur de la santé. À ce carrefour du savoir, les sommités en matière de recherche sur le paludisme partagent les résultats des travaux des 12 derniers mois et saisissent l'opportunité pour expliquer les exploits réalisés dans la lutte contre la maladie au Mali. Médecin colonel Aïcha Takone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. Un grand remerciement à nos chercheurs. Le monde vient de trouver 2 vaccins de lutte contre le paludisme. Et ces 2 vaccins-là, c'est par rapport à la prévention du paludisme. Et nos éminents chercheurs du Mali ont vraiment contribué
Le Mali a décidé quand même d'implémenter un de ces vaccins dont nous appelons le R21 qui sera effectif en 2025. Selon les données du système local d'information sanitaire en 2023, le paludisme a été la première cause de morbidité avec 37% et de mortalité 24%, d'où la nécessité d'intensifier la lutte. Professeur Abdoulaye Djimdé, directeur de MRTC Parasito. Il y a un certain nombre d'acquis importants que nous sommes en train de partager. D'abord, des travaux qui ont abouti à l'homologation de 2 vaccins contre le paludisme, la mise à jour des stratégies de prévention du paludisme, puisque nous sommes dans la recherche où nous voyons un peu en avance sur ce qui se fait aujourd'hui. Nous présentons les résultats sur les anticorps monoclonaux, qui sont de nouveaux outils qui vont révolutionner la prévention du paludisme sur notre continent. Au cours de cette journée, les chercheurs ont aussi échangé sur 6 thématiques, parmi lesquelles la prévalence du paludisme chez les femmes enceintes dans les centres de santé communautaires. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. En 3e région, à Sikasso, nous allons parler de notre dossier de ce trésor avec le vestibule qui a une bâtisse aux multiples fonctions dans notre pays, mais plus particulièrement à Sikasso. C'est un lieu de rencontre, de dialogue, de conciliabule et de médiation. Le vestibule des Traoré de Sikasso ne déroge pas à ces différentes fonctions. Il est aujourd'hui un temple de la santé, surtout un partenaire privilégié de l'administration dans le Kénédougou. Sékou Konaté nous y amène. Premier local d'accès à une concession en Afrique ancienne, notamment au sud du Sahara, le vestibule connaît diverses utilisations dans la communauté. Espace de rencontre pour certains, espace ouvert aux étrangers en transit pour d'autres, mais aussi espace de concertation, de conciliabule et de gestion des problèmes sociaux. Et le grand vestibule de Sikasso, plus connu sous l'appellation de vestibule des Traoré, s'inscrit dans ce dernier registre. Situé en plein cœur de la ville de Sikasso, ce temple de la sagesse et de la concertation a une histoire. Abdoulaye Traoré, porte-parole du vestibule. Saba Tchemro, fils du 3e roi du Kénédougou Ngolo Knafa, qui a réalisé ça et qui fut le premier chef de canton aussi choisi après la prise de la ville de Sikasso. Parce que tous les chefs de cantons qui avaient été nommés, désignés par le colonisateur, se retrouvaient dans ce vestibule-là aussi, historique, pour débattre, pour échanger et se comprendre tout ce qui s'est passé. Ce vestibule chargé d'histoire est composé des représentants des familles fondatrices et autochtones de Sikasso. Ils sont Traoré, Berté, Djamontene et Sanogo. Et leur place dans la stabilité de la cité est centrale. Abdoulaye Traoré, porte-parole du vestibule. Ce sont tous ceux-ci qui se rencontrent ici, tout le lundi, pour échanger, débattre des problèmes qui se posent dans la cité. Vous allez trouver que des individus qui viennent nous trouver ici, il y a un problème de terre qui les oppose. On essaie de les concilier ou bien de les réconcilier. Quand ils ne parviennent pas à se comprendre en famille là-bas, quand ils doivent éviter de se présenter devant les autorités compétentes, c'est-à-dire la justice, la gendarmerie, la police, donc ils viennent nous voir ici et nous, on essaie de les réconcilier. La diversité au sein de ce vestibule, même s'il en existe pour ces familles, est un atout majeur dans les débats et l'illustration d'une parfaite harmonie sociale. Sori Sanogo, membre du conseil. Je suis également chef de quartier de Mankoroni-Natia, un des vieux quartiers. Tous les problèmes qui sont là-bas, que moi-même à mon niveau je n'arrive pas à régler, c'est au niveau du vestibule que je fais recours. Il y a également la coordination régionale des chefs de quartier. Les informations, nous les partageons avec le vestibule et nous travaillons ensemble dans ce sens pour la cohésion de ce pays. Abou Traoré, membre du conseil. Nous nous entendons parfaitement avec les autorités administratives et politiques ainsi qu'avec la population. Cela est dû au fait que nous résolvons les problèmes sur la base de la vérité. Et l'apport du vestibule dans le renforcement de la stabilité sociale est très important aux yeux des autorités communales avec lesquelles la collaboration est appréciable. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Ils ont une autorité morale sur la ville et peuvent donc à ce titre être des instruments d'apaisement des tensions, de règlement des litiges, des conflits, terriens, donc fonciers,
tout comme les litiges et conflits sociaux divers. Il devient alors nécessaire de mieux faire connaître ces temples et ces mécanismes traditionnels de gestion des problèmes sociaux à la jeune génération afin qu'elle s'en approprie pour un vivre ensemble harmonieux. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. À un moment donné, les gens comprennent qu'il faut qu'on aille de là-bas. Et toute occasion est bonne pour venir échanger. Abou Traoré, notable. Toutes les couches de la société souhaitent que leurs différences soient tranchées au vestibule, ce qui dénote du rôle combien important de ces lieux. Ce que nous demandons à la population, c'est de s'entendre et de s'impliquer pour le respect et la cohésion. Un retour à nos valeurs anciennes en ces temps de dialogue intermalien aiderait sans doute à asseoir le Mali de nos rêves. Sikasso, Sekou Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTR. Le vestibule ils vont tous à la préservation de cet important pan. Actualité hors du Mali, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye était hier en Guinée-Bissau. Il a été reçu par son homologue Oumarou Sissoko Embalo pour une visite de travail d'amitié. Cette visite n'a duré que quelques heures pour examiner les accords bilatéraux entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, notamment celui de la frontière maritime commune. Bassirou Diomaye Faye a salué la convergence de vues entre les deux pays. Il a aussi estimé qu'ils peuvent faire plus et doivent faire plus. Au Tchad, le scrutin présidentiel est prévu lundi prochain. La commission électorale annonce certaines problématiques concernant la tenue de cette présidentielle. Il s'agit des électeurs sans carte et les nouveaux majors non inscrits sur les listes électorales. Face à cette situation, la commission électorale a informé les électeurs sans carte d'électeur d'aller voter avec n'importe quel document qui permet de les identifier et à défaut de papier sur le témoignage de 2 notables de la localité à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Quant aux nouveaux majors, ils ne pourront pas voter à la prochaine élection présidentielle. L'opposition dénonce déjà écrit que ces mesures et estime que ces mesures est la porte ouverte à la fraude. En République centrafricaine, l'ancien président en exil François Bozizé est poursuivi depuis hier par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Selon le porte-parole de la Cour, le mandat d'arrêt concerne des crimes commis entre 2009 et 2013 sous sa présidence dans une prison civile et dans un centre d'entraînement militaire où de nombreuses personnes ont été torturées et tuées. Pour le moment, les autorités centrafricaines n'ont pas réagi au mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre l'ancien président François Bozizé. Au Kenya, un ultimatum de 2 jours qui commence demain a été donné par le président William Ruto suite au risque d'éboulement provoqué par une pluie diluvienne qui a fait au moins 169 morts, plus de 91 disparus et près de 100 000 déplacés dans le pays. Le président William Ruto a ordonné au gouvernement de prendre toutes les dispositions d'évacuation pour sauver des vies. Enfin, Haïti, Edgar Leblanc, fils, est désormais à la tête du Conseil de transition pour une durée de 2 ans. L'annonce a été faite hier à la télévision nationale. Au bout de 2 ans, le nouveau président doit désigner une commission électorale provisoire pour la tenue des élections. En outre, il doit également rétablir l'ordre public et assurer la coordination entre les 7 membres du Conseil de transition. Ces derniers avaient été investis après la démission du Premier ministre Ariel Henry. C'est le sport. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h. On va commencer par la Ligue des champions d'Europe. La deuxième demi-finale, c'est ce soir avec le Borussia Dortmund qui reçoit le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. Au plan national, l'actualité, c'est le Caridas de Monté en Ligue 1. Du côté de la Ligue de Bamako, le champion est déjà connu. L'actualité, c'est aussi le championnat de première division de football féminin. Le tout, c'est avec Harry Djoumatina. Football féminin, la 9e journée du championnat national se joue aujourd'hui. Sur le terrain de l'AS Real, l'USFAS affronte AS Soudou-Baba de Mopti, Akati AS Saramaya accueille AS Mandé. Sur le terrain de l'AS Bakarijan, il y aura AS Real de Bamako, AS Momo de Sikasso. À Bougouni, dans la capitale du Bani Monotier, AS Étoile reçoit AS Entente. Sur le terrain de l'USFAS, Centro IFC jouera contre AS Polissa. Le match au sommet de cette 9e journée se joue à Djelibougou et oppose les Super Lions
à Amazon de la commune 5. Prévue en aller simple, la phase Caridas du championnat de 2e division de la Ligue de football district de Bamako a pris fin hier à l'occasion de la 3e journée. Déjà sacré champion après sa 2e victoire lors de la 10e journée, le FC Diarra a signé sa 3e victoire en battant l'ASB 2-1 lors de la 3e journée. Dans l'autre rencontre, RFAP a battu 4-3 CSB. Avec 9 points à l'issue du Caridas, le FC Diarra représentera la Ligue de football district de Bamako au tournoi de montée en première division. Tournoi international des moins de 20 ans en Turquie. La compétition s'est achevée hier mardi avec la finale qui a opposé la Slovaquie aux Aiglons du Mali, c'est-à-dire l'équipe nationale junior. Les poulains de l'entraîneur Soumaïla Koulibaly ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils se sont imposés en finale 4-0 devant la Slovaquie et remportent du coup le trophée. Ce tournoi international entre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale junior en vue de la compétition de la zone UFOA qualificative pour la phase finale de la CAN junior. Sans sélectionneur depuis quelques semaines, les Super Eagles du Nigeria tiennent enfin le remplaçant de José Peserio. Et c'est l'ancien international nigérien Georges Finidi qui a été retenu par la commission technique chargée d'étudier les dossiers. Éliminé par la Zambie en barrage des qualifications pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe féminine du Maroc pourrait être repêchée. En effet, la FIFA a menacé de suspendre les équipes zambiennes de toutes les compétitions officielles en raison des accusations de blanchiment d'argent qui pèsent sur le président de la Fédération zambienne de football. Ligue européenne des champions, la seconde demi-finale allée met aux prises ce mercredi le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi de la rencontre 19h temps universel. Quant à la première demi-finale, elle a opposé hier le Bayern Munich au Real Madrid à Allianz Arena. Finalement, match nul 2 buts partout entre les Allemands du Bayern Munich et les Espagnols du Real de Madrid. Chronique de l'environnement. Cette chronique nous parle aujourd'hui de la conjonctivite, le lien entre l'assainissement et les maladies oculaires, c'est le sujet de la chronique présentée par Agibou Koulibaly. Dans le monde de la santé oculaire, deux maladies se distinguent par leur impact sur la vision et leur lien direct avec l'environnement, le trachome et la conjonctivite. Le trachome, une maladie bactérienne chronique et étroitement liée à des conditions d'assainissement insuffisantes. Dans les régions où l'accès à l'eau potable est limité et les conditions d'hygiène sont précaires, la bactérie responsable du trachome se propage facilement. Professeur Adama Issaka Guindo, directeur général adjoint de l'IOTA. Il faut passer par l'IEC, la sensibilisation, l'information et voire même l'éducation dans certains sens. Mais ce qui est le plus important, on a dit que la maladie, ça peut atteindre depuis de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc cela va sans dire qu'en tout cas, les milieux scolaires sont en tout cas les endroits favorables, surtout les écoles, les endroits où les gens peuvent s'attrouper. Donc en tout cas, le vecteur étant là, donc ça peut passer d'un individu à un autre. Les communautés vivant dans des environnements surpeuplés et où l'assainissement est déficient sont particulièrement vulnérables à cette maladie qui peut entraîner une cécité irréversible si elle n'est pas traitée à temps. Professeur Modibo Sissoko, maître de recherche à l'IOTA. C'est beaucoup plus fréquent dans les zones anémiques, c'est-à-dire les zones à risque élevé, c'est-à-dire là où il y a la pauvreté qui sévit. Surtout s'il y a manque d'eau potable, manque d'assainissement et surtout aussi des retroupements au sein de la population, surtout dans des situations défavorables. Donc c'est ça qui favorise très généralement l'arrivée du trachome. Cette propagation est due à des endroits où l'eau est vraiment sale. Si on faisait des tours au village, vous voyez que c'est surtout les zones les rizicultures là qui sont vraiment exposées. La conjonctivite, une inflammation de la membrane qui recouvre l'intérieur des paupières et la partie blanche de l'œil, peut être causée par des bactéries, des virus ou des allergènes présents dans l'environnement. Professeur Adama Issaka Guindo, directeur général adjoint de l'IOTA. C'est une maladie où la transmission est interne. Quelqu'un qui fait une conjonctivite, il va toucher en tout cas le poignet d'une porte. Donc en tout cas, il aura le temps quand même de déposer le germe. Celui qui viendra toucher en un second temps, en tout cas, il va se transmettre la maladie. Donc il s'agit quand même de passer par la désinfection, en tout cas
Ensuite, sensibiliser, en tout cas pour la propriété de la face. Il faut laver couramment les yeux et puis il faut en tout cas mettre les traitements appropriés si nécessaire. Professeur Modibo Sissoko, maître de recherche à l'IOTA. La conjonctivite, c'est très conjonctivite, surtout si ça y est de conjonctivite bactérienne virale. La contagion est très rapide. Donc un milieu peuplé, si une personne qui est infectée, très généralement à travers ses éternuements ou bien les sécrétions lacrymales, ça peut contaminer les autres personnes qui ne sont pas contaminées. Le manque d'assainissement adéquat peut favoriser la propagation de la conjonctivite car les contaminants environnementaux peuvent se retrouver dans l'eau et l'air, augmentant ainsi le risque d'infection oculaire. Professeur Adama Issaka Guindo, directeur général adjoint de l'IOTA. L'hygiène, l'élément essentiel, ça passe par la propriété corporelle. Bon, maintenant, ça peut passer également par la protection, en tout cas de l'organe visuel, qui peut se passer par les lunettes. C'est possible, surtout en période d'épidémie. Ça peut être quelques mesures préventives. Selon nos spécialistes, en améliorant les conditions d'hygiène et d'assainissement et en garantissant un accès à l'eau potable, nous pouvons contribuer à la prévention du trachome et de la conjonctivite, protégeant ainsi la vision et le bien-être des millions de personnes à travers le monde. 13h25 à Dramani, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde Bintou Traoré, réalisation Adam Maïga, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais avant de nous séparer, retenez que les travailleurs du Mali, à l'instar de ceux du monde, célèbrent aujourd'hui la journée du travail. La commémoration de cette journée dans notre pays a été placée sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bon après-midi à toutes et à tous. Encore une fois, bonne fête de travail à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.